grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Personnes handicapées au Mali, citoyens à part entière ou mis à part, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Depuis juin 2018, le Mali a adopté une loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. Des représentants des organisations de personnes handicapées siègent au Conseil national de transition. Des avancées significatives dans la défense des droits des personnes vivant avec un handicap. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, des défis demeurent. Comment évolue la situation des personnes vivant avec un handicap au Mali? Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités au nombre de 3. Hadji Bari, il est le président, le premier vice-président de la Fédération des associations des personnes handicapées, membre du CNT. Barthélémy Sangala, il est de l'association Emploi Intégration des handicapés pour le développement EIHD, et Madame Koulibaly Fatoumata Diko, spécialiste handicap et réadaptation. Pour modérer ce débat, je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, je voudrais vous faire écouter ce reportage de Arkia Touré sur la situation des personnes handicapées au Mali. À Gao, en cette période scolaire, les élèves malvoyants du Tombouctou, Minaka et du cercle d'Ansongo sont contraints de rester chez eux. L'internat de l'école des jeunes aveugles de Gao manque de tout. Les responsables lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités et autres forces vives de la nation. Mahamadou Alassane, président régional de l'Union des aveugles de Gao. Là où je te parle actuellement, il n'y a même pas un kilo de riz dans notre magasin. Donc je ne sais même pas comment nous allons procéder à l'ouverture de l'internat. Or, l'école est un droit pour tous. Maintenant, ceux qui sont seulement dans la commune urbaine de Gao, et ils vont venir. Et pourtant, les personnes handicapées sont assez représentatives au sein de certaines institutions. 4 de leurs membres siègent au sein du CNT. Une avancée saluée par la Fédération des associations maliennes des personnes handicapées. Mais son premier vice-président, Hadji Bari, continue de solliciter l'accompagnement de l'État. Des mesures doivent être prises pour adapter ces bâtiments publics aux personnes handicapées. Également, nous avons besoin de l'accompagnement de l'État du point de vue documentation, du point de vue orientation, surtout des malentendants après le DES qui n'ont pas la possibilité d'être orientés dans les écoles ordinaires. L'association malienne des personnes handicapées a aussi indiqué que les langages des signes sont désormais transcrits lors des séances plénières du CNT. Une première, la méthode vise à permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Alors, chers invités, je voudrais commencer par vous, Hadji Bari. En écoutant ce reportage, est-ce qu'il retrace la situation vraiment des personnes handicapées au Mali? Merci beaucoup, chers amis, chers auditeurs. C'est vrai, les problèmes sont là, malgré des avancées. Je pense que le reportage retrace tout ce qui a été dit et les difficultés qui sont là, les avancées qui sont là. Ok, Monsieur Barthélémy Sangala, selon vous, aujourd'hui, quelle est la situation des personnes handicapées au Mali? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce qu'on vient d'écouter? Bonjour à tout le monde, bonjour chers auditeurs et bonjour chers collègues. En fait, ça c'est un reportage d'une localité donnée. Dans d'autres localités, il y a aussi d'autres problèmes. C'est vrai que c'est assez générique, mais les problèmes sont d'ordre divers. C'est surtout l'accès aux services sociaux de base. Aujourd'hui, est-ce que l'enfant handicapé a la possibilité d'aller à l'école de son quartier, à l'école de son village? Est-ce que l'enfant handicapé a la possibilité d'accéder aux services de santé de son choix et de son besoin? Est-ce qu'une personne handicapée qui a étudié ou qui a un métier peut avoir la possibilité d'avoir du travail ou dans le formel ou dans l'informel? Voilà quelques situations qui sont des problèmes préoccupants pour la majorité des personnes handicapées et sur lesquelles justement beaucoup de personnes travaillent. D'accord, donc selon vous, ces droits, ce n'est pas toutes les personnes handicapées qui ne jouissent pas de ces droits. Il y en a qui jouissent de ces droits.
Si je prends par exemple le droit à l'éducation. Aujourd'hui, si vous prenez sur 100 enfants handicapés, la majorité ne sont pas scolarisés. Et même ceux qui sont scolarisés, la majorité sont dans des établissements qui ne sont pas forcément accessibles. Et même si les établissements subissent des aménagements raisonnables, le message pédagogique donné n'est pas forcément accessible aux enfants. Imaginez un enfant sourd, un enfant aveugle, ou même souvent dans des situations où certains enfants ayant un handicap spécifique ont des difficultés d'aller à l'école, pour la simple raison que la localité dans laquelle ils se trouvent, il y a des mentalités ambiantes qui font que leur insertion devient difficile. Sur le cas, par exemple, des personnes atteintes d'albinisme, vous savez, dans nos sociétés, il y a tellement de préjugés qui sont d'ailleurs à démonter, qui font que c'est compliqué pour ces personnes-là d'avoir accès aux mêmes droits que les autres. Alors, Madame Koulibaly, pourtant dans la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, toutes ces mesures sont prévues. Est-ce à dire que les lois qu'on adopte ne sont pas appliquées comme il le faut? Merci beaucoup. Par rapport à cette loi, ça prend en charge la majorité des problèmes des personnes handicapées. Et la décision de mise en œuvre a été également validée. Mais le comité de suivi n'est pas mis en place jusqu'à présent. Donc, même si cette loi est mise en œuvre de façon partielle, l'effectivité, ça attend le comité de suivi. D'accord. On parlait de, si on peut rester dans le cadre de l'éducation pour le moment, des enfants en situation de handicap qui n'arrivent pas à suivre les cours comme il faut. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ces enfants? L'État peut-il mettre en place des dispositions pour permettre à ces enfants d'aller à l'école au moins? Déjà, il y a eu des avancées par rapport à ça. D'accord. Parce qu'il y a eu des informations, des sensibilisations par rapport à l'éducation inclusive qui consiste à intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires avec la formation des enseignants. Donc, est-ce que dans la pratique, on le voit aujourd'hui? Dans la pratique, on voit dans certains milieux, mais dans certains milieux, surtout dans les villages les plus reculés, ce n'est pas ressenti. Voilà. Parce qu'il y a un programme aussi, le programme de réadaptation à base communautaire, qui doit prendre en charge ces différentes préoccupations. Et la mise en œuvre au niveau du milieu rural n'est pas effective. C'est ce qui pose le problème. D'accord. Monsieur Barry, vous qui êtes vice-président de la Fédération des associations des personnes handicapées et non moins membre du Conseil national de transition, par rapport à cette loi qui n'est pas appliquée à 100%, dont le comité de suivi de la mise en œuvre n'est même pas mis en place, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes au niveau de cette institution? Je voudrais préciser que la mise en place du comité de suivi est une volonté du gouvernement. Le CNT, peut-être lors de l'élaboration de la loi ou encore même du décret d'application avait un rôle à jouer. Maintenant, le rôle de la mise en place du comité, c'est un plaidoyer qui est en cours, qui est en train d'être fait par la fédération et c'est le gouvernement qui doit faire de ça son affaire. Je pense qu'au niveau du CNT, on a eu à en parler au ministre de la Santé parce que c'est le ministère de tutelle pour accélérer et je pense que pas plus tard que 2 semaines, le secrétaire général du ministère de la Santé s'était engagé lors du lancement d'un projet que ce comité verra le jour très bientôt. Et nous croyons à cela. Mais pour rebondir sur le volet de l'éducation à présent, permettez quand même de faire comprendre aux auditeurs que l'éducation inclusive, avant son arrivée au Mali, il y avait l'éducation spéciale qui, c'est vrai, est arrivé à faire beaucoup d'avancées, qui a également ses limites parce que les enfants doivent venir soit à Bamako ou en tout cas dans les capitales régionales pour être scolarisés, alors que pour scolariser le maximum de personnes, il faut évoluer vers d'autres éducations que l'éducation inclusive. Et cela demande la formation initiale et continue des maîtres depuis les écoles de formation et au-delà de d'autres
dispositions qu'il faudra prendre au sein de l'État pour que cette éducation inclusive qui peut favoriser la scolarisation du maximum d'enfants puisse être effective. Ouais, mais pour des enfants malvoyants ou non-voyants, pour leur cas, il y a même des difficultés à ce niveau aussi où on ne parvient pas à les doter d'outils qu'il faut pour qu'ils puissent bien mener à bien. Je pense qu'on va relativiser. Oui. Les réalités ne sont pas les mêmes selon les contrées. Par exemple, quand on prend la zone de Gao, qui est une zone de conflit où il y a beaucoup de problèmes. Et c'est vrai, mais par contre, quand on vient à Bamako ou également à Ségou, le problème des matériels didactiques se pose de manière un peu moindre. Ce n'est pas comme à Gao. Au-delà de ça, je pense que l'intérêt ou la seule façon de scolariser le maximum de personnes, c'est d'évoluer vers l'éducation inclusive. Mais sinon, dans l'éducation spéciale, il y a eu des avancées. Je pense que beaucoup de pays de la sous-région sont venus s'inspirer de l'exemple du Mali et qui sont aujourd'hui qui sont un peu en avance sur le plan de l'éducation inclusive grâce à une volonté politique. C'est pourquoi nous demandons à l'État d'évoluer vers l'éducation inclusive en amenant une politique nationale par rapport à l'éducation inclusive pour qu'il y ait le maximum de scolarisés. Alors, Monsieur Sangala, vous voulez réagir? Oui, quelques détails. Ce sujet me concerne, a un intérêt particulier pour moi parce que depuis des années, je suis au ministère de l'Éducation nationale. Je suis même dans le département qui est en charge de l'éducation des enfants en situation de handicap, des enfants handicapés. Alors, juste des précisions. Pour qu'un enfant handicapé, qu'il soit visuel, auditif ou autre, puisse aller à l'école, il y a des points sur lesquels il faut travailler. Le premier point, c'est la formation des maîtres, initiale et continue. Et le ministère, depuis des années, est en train de travailler surtout en formation continue pour renforcer la capacité surtout des enseignants des IFM, et même aussi des directeurs d'école, des enseignants de certaines écoles. Et en cela, il est appuyé par des ONG. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, il faut travailler sur les aménagements raisonnables. Comment est-ce que les structures scolaires, les bâtiments en charge d'accueillir les enfants soient accessibles aux personnes en fauteuil roulant, accessibles aux personnes non-voyantes, accessibles aux personnes malentendantes ou non-entendantes s'il y en a. Ensuite, travailler sur les outils pédagogiques. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si j'ai un programme au lycée, il y a un enfant qui est handicapé visuel, est-ce qu'il a accès aux livres qui sont en format papier? Donc pour cela, il faudrait que les documents disponibles en format ordinaire soient transcrits en braille pour que lui, il puisse avoir accès au même titre que ses pairs à ce contenu pédagogique-là. Et enfin, pour que tous ces besoins soient pris en compte, il fallait qu'il y ait des informations fiables en termes de statistiques. Parce que sans statistiques, il n'y a pas de planification. Et sans planification, il n'y a pas de prise en charge. Et ce travail-là, le ministère l'a fait depuis 2 ans pour que tous les outils de données, de collecte de données, prennent en compte les dimensions liées au handicap, tant sur l'individu que sur les ressources matérielles et humaines disponibles dans le domaine de l'éducation. Alors, je voulais vous poser par la même occasion cette question. Je le disais tantôt, depuis en tout cas quelques temps, nous avons des représentants des organisations de personnes vivant avec handicap dans des institutions. Est-ce que selon vous, cela a permis de changer, d'améliorer aujourd'hui les conditions des personnes handicapées? Monsieur Sangala. Ok. En fait, vous savez, le handicap est un domaine très vaste, transversal, et chacun, en fonction du domaine dans lequel il se trouve, fait son mieux. Aujourd'hui, moi, en tant que personne handicapée, si je suis dans un domaine précis, ma situation fait que ma sensibilité par rapport à la question n'est pas la même que celui qui n'est pas dans cette situation. Donc, en fonction de la politique que l'État se donne, en fonction de l'expertise dont la personne dispose, en fonction des possibilités effectivement des opportunités qu'offre, effectivement, ça impacte sur les décisions, ça impacte sur la communication et ça impacte sur les dispositions à prendre en termes de décision. D'accord. Madame Koulibaly, sinon, notre cher membre du CNT veut réagir par rapport à ça.
Oui, bon, je dirais d'abord les personnes handicapées sont représentées au sein du CNT, pas dans d'autres institutions pour le moment. Et c'est là où... Oui, le CNT, c'est quand même important. Oui, c'est là où les lois sont institutions votées. Oui, c'est la seule institution en droit pour le moment où officiellement les personnes handicapées sont représentées. Je pense qu'il ne faut pas oublier un aspect. Le Mali est dans une position... Sari est en guerre. Le Mali est en guerre. Et cela amène beaucoup d'autres choses du point de vue contrainte sur l'État. C'est vrai, on peut dire qu'il y a des changements. Il y a des changements, mais il y a beaucoup d'autres à faire. Parce qu'avant l'arrivée de ces membres, de ces représentants au niveau du CNT, on était où? Je pense que c'est là aussi une partie de la question. Il y a eu beaucoup de changements parce que c'est lorsque ces personnes handicapées sont venues qu'il y a eu le décret d'application. C'est vrai, avec l'appui des partenaires des ONG qui sont là, la fédération et même des personnes handicapées. Parce que le plaidoyer, c'est une continuité. Ce n'est pas qu'on a eu ça, qu'on doit se limiter. Non, c'est une continuité. Et je pense que la présence de ces personnes dans l'institution CNT était un grand rôle pour les personnes. C'est-à-dire joue en faveur, même dans le plaidoyer pour les personnes handicapées, dans la recherche de l'amélioration de leurs conditions de vie. D'accord. Madame Koulibaly, vous qui êtes spécialiste en réadaptation et voilà, sur le plan socio-professionnel aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap au Mali? D'abord, l'accès à la fonction publique, si on peut parler de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions se sont améliorées? Oui, par rapport à ça, les conditions se sont améliorées dans la mesure où les personnes handicapées ont deux voies. Il y a une voie qui est la voie du concours direct au niveau de la fonction publique et une voie au niveau de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées qui permet à certaines d'avoir accès sans faire le concours. Donc je pense qu'avec ça, il y a eu de l'amélioration par rapport à l'accès des personnes handicapées à l'emploi. Et de façon générale, on peut dire que le problème d'emploi est un problème international. Et le Mali ne fait pas exception. Et par rapport à leur emploi, le problème de perception des personnes handicapées même se pose. Parce qu'on pense que quand on est personne handicapée, notre capacité de travail est réduite. Donc, alors que ce n'est pas valable pour toutes les catégories de personnes handicapées. Donc, la perception négative qui accompagne toujours les personnes handicapées, malgré les informations, les sensibilisations, peut nuire vraiment à leur promotion par rapport à l'emploi. Mais je pense qu'il y a du mieux. Il y a beaucoup de mieux parce que non seulement il y a cette voie, mais aussi les services privés, les ONG, les associations et aussi les activités génératives de revenus qui ont permis à beaucoup de personnes handicapées d'être autonomes aujourd'hui. Mais maintenant, oui, M. Sangala. À ce niveau, je voulais quand même prendre en compte un certain nombre de paramètres. D'abord, pour avoir accès à l'emploi, il faut une formation de qualité. Or, il se trouve que beaucoup de personnes handicapées n'ont pas forcément accès à des formations de qualité. Et même si les formations sont disponibles, le coût des formations ne leur est pas accessible. Ce qui fait que la non-formation de qualité, s'ajoutant au handicap, diminue grandement la possibilité pour la personne handicapée d'avoir de l'emploi, tant au niveau formel qu'au niveau même de l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela qu'effectivement, il est important que le privé et même les autres qui travaillent dans le cadre de la formation professionnelle puissent ouvrir des opportunités pour ceux qui veulent être formés. D'accord. Monsieur Barry. Par rapport toujours à l'emploi, je pense qu'en termes de statistiques, entre 2021 et maintenant, il y a à peu près 85 personnes handicapées qui ont passé au concours, soit dans le secteur public, c'est-à-dire la fonction publique des collectivités ou la fonction publique tout court. Je pense que dans la loi dont nous parlons et dans son décret d'application, il y a un article qui dit que 15% doit être réservé aux personnes handicapées. Je pense que ça a été appliqué par le passé et ça continue à être appliqué. La preuve, dans le concours de la fonction publique des collectivités concernant les enseignants, il y a près de 15 personnes handicapées qui ont été admises. Donc je pense que l'emploi, ce n'est pas que le secteur public.
il y a le secteur privé. Et c'est à ce niveau que des efforts doivent continuer à être envisagés pour que le secteur privé comprenne qu'une personne handicapée, le handicap ne peut pas être un frein à leur insertion. Il faut qu'au niveau du privé, qu'il y ait des décisions fortes, qu'il y ait des accompagnements pour que ces personnes handicapées qui veulent évoluer dans le secteur privé puissent être accompagnées, ne puissent pas être marginalisées ou encore victimes des préjugés, comme disait Mme Koulibaly. Donc, selon vous, c'est au niveau du secteur privé que les personnes handicapées font beaucoup plus d'objets de marginalisation? En tout cas, au niveau du secteur public, il y a des mesures qui sont là. Et au niveau du secteur privé, ces mesures qui doivent être appliquées, malheureusement, ne sont pas suivies d'effet. Je vais raconter une anecdote. Quand j'ai accompagné les personnes handicapées vers l'emploi pendant presque une dizaine d'années. Et dans la démarche des entreprises, là, nous sommes partis voir une grosse entreprise, je ne dirais pas le nom, pour les possibilités d'emploi existantes dans l'entreprise. On dit non, il faut aller voir la fondation de l'entreprise. Je dis, mais un emploi pour la personne handicapée, ce n'est pas faisable, c'est l'emploi comme pour l'autre. C'est la même charge du travail, c'est la même charge du résultat. Et quand un produit est fabriqué, ce n'est pas écrit là-dessus que c'est fait par une personne aveugle, une personne sourde. Mais c'est un produit. Donc je pense qu'effectivement, il y a un travail de changement de mentalité à faire au niveau de la communauté et au niveau surtout des entreprises et des entrepreneurs. Madame Koulibaly. Oui, ce que je voulais ajouter aussi, il y a le problème d'accessibilité par rapport aux structures de travail et aussi les matériels de travail. Même ceux qui ont du travail, surtout au niveau de la fonction publique, qui vont dans les services privés ou publics, leur accessibilité par rapport à la structure, aux toilettes, par rapport au matériel de travail, ça pose problème. Si bien que la majorité des personnes handicapées qui ont eu du travail, surtout au niveau de la fonction publique, dans les structures publiques, ces personnes handicapées sont parfois en chômage technique. Ils viennent le matin et ils retournent sans pouvoir travailler, ou bien les conditions ne répondent pas. Quand il y a des problèmes de toilettes, on ne peut pas faire toute la journée sans aller à la toilette si ce n'est pas adapté. Et si le matériel n'est pas adapté à votre handicap aussi, il y a le problème. Donc ça peut jouer sur la rentabilité et également par rapport à l'insertion sociale et économique des personnes handicapées. Cela veut dire que jusque-là, nous n'avons pas totalement pris en compte la situation des personnes handicapées dans ces secteurs-là. Ça a été pris en compte. Mais vous savez, il y a tellement de structures publiques dont il y a certaines qui ne répondent pas vraiment à l'accessibilité, les problèmes des rampes. Oui, mais pourquoi on ne peut pas adapter ces structures publiques-là aux conditions? On est en train de faire du mieux par rapport à la majorité des structures, surtout au niveau des structures sanitaires, au niveau des banques et au niveau d'autres structures de l'État. On est en train d'ajouter les problèmes d'accessibilité. Mais jusqu'à présent, il faut qu'on pose le problème. Parce que quand on ne pose pas le problème, là où ça ne va pas, on ne va pas trouver des solutions. Mais est-ce qu'au Mali, aujourd'hui, il y a des domaines où on peut dire que les personnes handicapés font objet de discrimination aujourd'hui? Des domaines. Des secteurs. Oui. Ce que je veux dire, les textes sont les textes. Mais les habitudes aussi ont une vie dure. Et je pense que le travail dans ce sens-là, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une acte déposé, c'est un processus. Et puisque c'est les hommes qui décident, c'est les hommes qui agissent, il faut qu'il y ait un changement de mentalité pour que ça puisse devenir une habitude. Sinon, effectivement, dans beaucoup de domaines, effectivement, les 75% des besoins spécifiques des personnes handicapées ne sont pas pris en compte. C'est plutôt la personne qui s'adapte à la situation plutôt que la situation qui s'adapte à la personne handicapée. Et quand on venait d'ailleurs tout à l'heure ici, en rentrant, on dit, mais si on était aujourd'hui avec une personne en fauteuil roulant, comment elle allait monter ici, dans le studio? Ça, c'est juste en boutade. Ça veut dire que même dans beaucoup de structures, dans beaucoup de bâtiments à usage public, l'accessibilité n'est pas encore entrée comme une habitude courante. Le Mali a ratifié la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Avant ça, il y a eu
le décret 159 du BIT que le Mali a également ratifié. Mais le problème au Mali, c'est l'application des textes qui pose problème. Du point de vue texte, on est en avance, mais les habitudes font que l'application des textes pose d'énormes difficultés. C'est pourquoi on appelle à un changement vraiment de mentalité pour que les personnes handicapées puissent se sentir comme des Maliens, des vrais Maliens. Alors, M. Sanyala le disait tantôt, on peut dire que si vous êtes personne en situation de handicap et que vous n'avez pas une bonne formation, vous avez de fortes chances d'être laissé pour compte. Vous, vos associations, qu'est-ce que vous faites pour ces personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance d'être formées, d'aller à l'école? On en voit couramment dans les grandes villes. Hein. Oui, je pense que peut-être on va aborder cette question doublement. D'abord, il y a beaucoup de personnes handicapées que vous voyez dans la rue, souvent qui ne sont pas dans les associations, ou qui, avant d'être dans les associations, étaient déjà âgés. Les enfants qui sont dans ces associations, qui ont eu la chance d'être scolarisés, les associations font de leur mieux avec l'aide de l'État et l'accompagnement des partenaires qui sont là. Mais sauf qu'il faut une volonté politique. Quand on prend le cas spécifique de l'accès à la documentation pour une personne aveugle, par exemple, l'association, avec ses moyens limités, peut transcrire le document de manière scolaire. Ça, c'est au niveau du fondamental. Mais au niveau du secondaire, de l'université, c'est à l'État d'intervenir. Vous ne verrez dans aucune bibliothèque au Mali où il y a des formats en braille. Alors que le Mali dit que l'éducation pour tous doit être une réalité. Ces enfants handicapés qui sont là, pourquoi ils n'ont pas accès à la documentation? Ces malentendants qui sont là, pourquoi après le DEF, ils n'ont pas la chance d'être orientés ailleurs? Pourtant, le Mali est à 60 ans d'indépendance ou plus. Donc je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant. C'est vrai, il y a eu des avancées. Mais on ne doit pas dormir sur les lauriers avec ces avancées pour dire que tout est bien. À présent, nous devons continuer à revendiquer, à faire le plaidoyer pour que les personnes handicapées puissent continuer à être très heureuses. Donc au Mali, les personnes malentendantes ne peuvent pas poursuivre les études au-delà du DEF? Au-delà du DEF, c'est compliqué. Je parle sous le contrôle de la DNS, de Barthélemy de la DNS. Au-delà du DEF, c'est très compliqué parce que le système n'est pas adapté. En tout cas, c'est propre au Mali. Comme je vous le disais, un enfant qui passe le DEF, il y a des enseignants à l'EDA qui sont formés en langue des signes, mais quand il arrive au lycée, on peut bien l'orienter. Mais quand il arrive au lycée, qui va communiquer avec lui en langue des signes? C'est difficile. L'enseignant n'a pas été formé à ça. Les collègues ne sont pas sensibilisés à son type de handicap. Et aujourd'hui, je n'en connais que 2 ou 3 qui ont pu faire le cycle lycée jusqu'à l'université pour terminer. C'est-à-dire que dans le texte, on ne leur interdit pas. Mais même si on les envoie là-bas, ils ne peuvent pas suivre. C'est un peu ça le problème. Alors, il y a en tout cas un aspect qui peut paraître un peu plus banal concernant les personnes malentendantes, par exemple, l'accès aux informations. Il est prévu dans cette loi que même les éditions de journal télévisé soient, en tout cas, transcrites dans la langue des signes, mais aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Est-ce que vous savez pourquoi on n'est pas toujours passé à cette étape-là? On va poser la question au président de la FEMA. Président. Peut-être le vice-président de la FEMA, président de l'UMAB. Je pense que c'est pourquoi on disait qu'il faut le comité de suivi. Parce que c'est le comité de suivi qui peut pallier à ces insuffisances, attirer l'attention du gouvernement. Il y a des insuffisances à gauche, il y a des insuffisances à droite. Nous demandons vraiment au gouvernement d'accélérer la mise en place de ce comité de suivi. Sinon, au niveau du CNT, je pense que le reportage avait fait cas. Les plénières, quand même, toutes les plénières sont transcrites en langage des signes. Oui. Donc, ça doit aller au-delà de ça. Parce qu'une personne malentendante a droit à l'information. Toute personne a droit à l'information. Donc, l'information ne doit pas être un secret. C'est pourquoi nous demandons que des efforts ont été faits, c'est vrai, mais nous devons continuer à plaider pour que le changement dont nous rêvons tous puisse être une réalité. Oui, Madame Koulibaly. Oui, moi j'interviens surtout dans le domaine des personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance d'aller à la fonction publique. Le ministère de la Santé et du Développement social, à travers la Direction nationale du développement social, intervient par rapport à la mise à disposition des moyens de déplacement
pour les personnes handicapées qui se déplacent pour aller faire les activités génératives de revenus. Et également, on finance les petits projets, pas des grands projets, mais les petits projets de transformation d'autres activités génératrices de revenus pour leur permettre d'être autonomes. Et comme Adi Bari l'a dit, il y a aussi d'autres organisations internationales qui interviennent dans ces domaines-là, toujours dans le cadre de leur promotion sociale et économique. Oui. À ce niveau, je pense qu'il y a un ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Et je me rappelle qu'avec la NPE, la pêche, le FAFPA, ils ont accompagné, ils continuent à accompagner même certaines personnes handicapées, surtout certains groupements, dans la formation dans des métiers. Et même aujourd'hui, si une association se présente auprès du FAFPA ou auprès de la pêche, je pense qu'ils sont ouverts à beaucoup de possibilités d'accompagnement. Sinon, pour ajouter, une façon d'accompagner la personne, mais une autre, c'est de prendre les dispositions pour que les produits qu'ils fabriquent, par exemple, lors d'un financement, soient achetés. Par exemple, quand on prend le cas spécifique des personnes aveugles, actuellement, la société qui est en leur sein pour la fabrique de craie de serpillère, normalement, le Mali ne doit pas acheter de la craie ailleurs. Actuellement, dans les magasins de l'IMAB, il y a une valeur marchande de 120 millions de craies. Alors que si ces 120 millions de craies sont achetés, ça peut permettre à l'institution, à l'association, non seulement de pallier au problème d'emploi pour les personnes handicapées en proposant des recrutements, mais également de venir en soutien à la scolarisation. C'est pourquoi nous demandons à l'État qu'il faut une vraie politique de promotion, d'insertion, de socialisation et d'autres pour les personnes handicapées. De plus, on reconnaît qu'il y a des efforts, mais à présent, il doit y avoir d'autres mesures. D'autres mesures, vous l'avez dit, mais est-ce que quelque part l'État ne fait pas des facilités aussi à ces organisations? Il y a des fêtières des personnes handicapées, mais est-ce que ces organisations aussi à leur tour pensent à des personnes handicapées qui n'ont pas eu la chance d'intégrer ces organisations? Est-ce que vous les approchez? Comment intégrer vos organisations d'abord, si vous pouvez nous expliquer? L'État fait des facilités. Oui. Par exemple, toutes ces associations, les sièges sont, les espaces, les parcelles sont donnés par l'État. L'école UMA, par exemple, l'école de l'INAM, les enseignants sont fournis par l'État. L'État donne une subvention. Une subvention qui, c'est vrai, connaît des difficultés compte tenu de la situation du pays. D'ailleurs, nous profitons pour prier à ce que le pays puisse retrouver la paix, la quiétude. Concernant les personnes handicapées qui ne sont pas dans les associations, je pense que c'est les plaidoyers ou les sensibilisations qui sont là. Mais sauf que l'intégration, du moins l'adhésion à une association est libre et volontaire. Mais c'est là, s'il y a une politique nationale même de promotion qui est là, et que ce soit à travers ces associations, que ce soit à travers l'État. Par exemple, s'il y avait une carte d'invalidité, ce n'est pas les associations qui gèrent, c'est l'État qui gère les cartes d'invalidité. Et toute personne handicapée a droit à ces cartes. Qu'on soit dans une association ou pas, on a droit à une carte d'invalidité et qui peut ouvrir des facilités. Donc je pense que c'est vrai, au sein de ces OPH, des efforts doivent continuer à être faits du point de vue socialisation même de ces personnes handicapées, du point de vue sensibilisation de ces personnes handicapées, du point de vue renforcement des capacités de ces personnes handicapées. Autant l'État également doit continuer dans sa politique à développer des initiatives qui vont permettre à ces personnes handicapées, qu'ils soient dans les associations ou pas, puissent se sentir comme des Maliens. Mais est-ce qu'en dehors de l'État, il y a aussi des bonnes volontés, des organisations? Est-ce que vous approchez ces genres d'organisations? À ce que je sache, toutes ces associations dont je parle ont des partenaires, ont d'autres partenaires. Quand on prend le cas de l'UMAV, il y a Saïd Sever il y en a d'autres. Quand on prend de la Massour, il y a d'autres qui sont là. Mais sauf que ces gens sont là pour accompagner. Mais nous appartenons à notre État, notre cher Mali. Nous sommes des Maliens. D'accord, Madame Koulibaly, vous voulez... Oui, toujours, j'aborde dans le même sens, c'est-à-dire que les organisations des personnes handicapées ils s'investissent beaucoup dans la réinsertion sociale et économique de leurs membres. Parce que dans la majorité des associations, de ces grandes associations, ils ont des activités génératrices de revenus qui permettent à certaines personnes handicapées qui n'ont pas eu d'emploi à la fonction publique d'avoir des activités. Il en a parlé, la fabrication de la craie est surtout menée par les ouvriers aveugles.
Il y a aussi d'autres activités au niveau de l'UMAV qui permettent la réinsertion des personnes handicapées visuelles. Au niveau chez les personnes handicapées physiques, c'est la même chose. Au niveau de l'AMALDEM, il y a des activités génératives de revenus qui permettent à ces enfants ou bien à des personnes handicapées qui ont la déficience mentale de mener certaines activités. Donc, comme il a si bien dit, chaque organisation des personnes handicapées a ses partenaires qui leur viennent en aide. Mais ça peut être insuffisant. Mais ces associations, elles soutiennent leurs membres, mais ceux qui ne font pas partie de leur association, est-ce qu'elles pensent par exemple, une personne handicapée qui essaie de se débrouiller, qui refuse de mendier, mais qui n'est membre d'aucune association? Comment vous faites, M. Barry? Je peux donner un exemple. Allez-y. Je peux donner un exemple. Il intervient, il aide non seulement les personnes qui sont membres et les personnes qui ne sont pas membres. Moi, j'ai intervenu auprès d'une personne handicapée qui est sourd. Il est venu au niveau de la direction nationale et il a dit qu'il a un diplôme et il n'arrive pas à avoir du travail. Il faisait le travail journalier, il n'arrive pas à avoir le travail journalier. Maintenant, il veut rentrer au village, mais il cherche le transport. Quand je l'ai envoyé à Lamassoure a payé son transport 10 000 francs. Et il a dit qu'il veut faire le jardinage. La direction nationale lui a donné les matériels de jardinage. Et il a bien prospéré. Et l'année suivante, on lui a donné 400 000 francs pour l'achat de semences. Donc, ça lui a bien reçu. Et il est venu nous remercier. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, ils viennent en aide non seulement aux membres, mais toute personne handicapée qui est en difficulté, qui se présente à l'association mère, l'association est prête à l'aider dans la mesure du possible. D'accord. Comme elle le dit, en fait, l'adhésion à une association n'est pas la condition sine qua non pour être accompagné par une association. Et je parle d'une expérience parce que, comme je vous disais, pendant 10 ans, j'ai accompagné les personnes handicapées dans l'emploi. Et la condition, c'était être handicapé et avoir un projet professionnel, que tu sois membre ou pas d'une association. Ça s'est fait. Même aujourd'hui, quand tu veux, tu connais une association, tu connais une structure, tu peux t'y adresser sans forcément être membre de l'association. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, ce que je voulais dire, c'est que la première matière première sur laquelle on doit vraiment travailler, c'est sur la personne handicapée elle-même. Parce que si on ne travaille pas sur la personne handicapée elle-même, à renforcer ses capacités, à l'amener à avoir confiance en soi, on aura tout raté. C'est quand la personne a confiance en soi qu'elle a des possibilités d'avoir des projets professionnels propres, des visions propres qu'on peut vraiment efficacement et de façon efficiente l'accompagner. Et ça, les associations le font. Il y a des gens même qui ont honte parce qu'ils ont un pied coupé, parce qu'ils ont ils n'entendent pas. Mais quand ils viennent dans les associations, au bout de 3 mois, 4 mois, tu vois qu'ils vont commencer à se brailler, ils vont commencer à être épanouis. Ça, c'est quand même un premier pas vers l'acceptation de soi et vers l'intégration auprès des autres. C'est sur la base de ça qu'on pourra construire tout ce que les autres viennent comme appui. Mais est-ce que ce manque de confiance en soi aussi pour certaines personnes handicapées n'est pas dû à certains facteurs endogènes de la société? Le manque de confiance en soi n'est pas propre aux personnes handicapées. Tout le monde il peut arriver que chacun d'entre nous peut ne pas avoir confiance en soi. Et comme vous le dites, effectivement, la cellule familiale est un atout. Parce que si votre famille vous cache, parce qu'il y a des invités, elle contribue à vous rabaisser. Si votre famille vous dit, écoute, va d'abord, avant que mes amis finissent, ne viens pas au salon, vous allez, en grandissant, vous allez avoir un esprit d'infériorité qui va grandir. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, au niveau des associations, nous faisons des sensibilisations auprès des parents, auprès des communautés, pour que la personne handicapée soit acceptée comme une personne et non comme ayant quelqu'un qui n'a qu'une déficience. Ce travail-là, si ce travail de sensibilisation est fait auprès des familles, auprès des communautés, ajouter à cela le travail de fond, de prise de conscience et de confiance en soi auprès de la personne handicapée, les deux efforts conjugués peuvent être en tout cas favorables à l'épanouissement de la personne et à sa participation à la vie dans la société. Alors, nous voyons que des personnes vivant avec handicap font souvent, généralement même des prouesses dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de la culture, du sport,
entre autres. Mais nous ne voyons pas cette reconnaissance qu'elle devrait bénéficier de la part des autorités, mais également même du public, de la société. Comment vous expliquez ça? Comment, en tout cas, dépasser cela, trouver une solution à cette situation? Monsieur Gadjigo, le changement de mentalité doit être à tous les niveaux, y compris les décideurs. Il faut un changement de mentalité. Il faut voir la personne d'abord avant de voir son handicap. Et tant qu'on continue à voir le handicap sans voir la personne, le changement de mentalité va être difficile. Ce n'est pas parce qu'on est au haut sommet de l'État qu'on a une bonne perception du handicap. Non, je pense que c'est là le rôle des associations de continuer à faire les plaidoyers. C'est pourquoi dans beaucoup de nos activités, nous invitons même les autorités à venir vers nous et à mieux nous connaître, à mieux comprendre qu'est-ce que le handicap même. Donc je pense que le changement de mentalité, ça doit être effectif dans tous les domaines. Seul ce changement peut permettre de pallier à ces insuffisances. Je me rappelle que, par exemple, il y a une association spécialisée dans le sport pour personnes handicapées, la FEMAGE, et ses partisans, que ce soit en athlétisme, en football, ont fait des prouesses au niveau international, mais ils ont même ramené des médailles en or, des médailles en bronze, mais la reconnaissance officielle en tout cas de service ne les accompagne pas. Si c'est l'équipe nationale des Aigles du Mali qui va au Congo ou en Côte d'Ivoire pour jouer, la prouesse. Mais si c'est l'équipe des personnes déficientes auditives qui vient d'ailleurs de remporter une coupe au niveau africain, la communication même autour est timide, l'accueil, même le départ est compliqué, les conditions même de voyage sont extrêmement fatigantes pour eux-mêmes. Donc il y a vraiment un travail à faire, un travail de plaidoyer, même souvent un travail de lobbying, pour que ces loisirs-là puissent aussi être des occasions de joie nationale. Ce travail de lobbying revient, si je ne m'abuse, aux associations, aux fêtières. Naturellement. Est-ce qu'elles jouent ce rôle-là? Oui, Gadjigo, oui, je pense que les associations jouent très bien ce rôle de plaidoyer, ce rôle de sensibilisation. On doit reconnaître quand même que pour le dernier trophée de nos amis malentendants, le gouvernement a fait même un communiqué à la télé. Et là, c'est à saluer. C'est à mettre à l'actif du gouvernement, c'est à saluer. Je pense que c'est un travail de plaidoyer qui est en train d'être fait à tous les niveaux. Mais sauf que cela doit être continuel. Le Mali doit exister après la transition. Et cet exemple donné par les autorités de la transition, du point de vue intégration des personnes handicapées, doit être continuel. Au même titre, on salue ces communiqués de l'État par rapport aux malentendants. Au même titre, nous déplorons le fait que nos amis du CECIFOOT n'ont pas pu participer aux Jeux qui étaient qualificatifs pour les Paralympiques. Faute de quoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens d'aller, d'avoir les visas, bien qu'ils avaient la volonté de bien faire. C'est pourquoi j'ai dit que le changement de mentalité doit être à tous les niveaux. D'accord. Si les autorités, c'est-à-dire à Koulouba, on comprend, mais sauf que le gouvernement doit continuer à comprendre pour que le changement puisse être effectif. D'accord, Madame Koulibaly. Oui, moi, j'ajoute que dans les activités de plaidoyer, il faut accorder une importance particulière aux médias, c'est-à-dire médiatiser les activités des personnes handicapées. Vous avez par exemple dans les régions des personnes handicapées qui s'investissent beaucoup dans les activités de l'artisanat. Il y a certains qui sont des mécaniciens, des ouvriers chevronnés qui sont dans l'oubliette. Donc si on arrive à médiatiser ces choses-là, et également même dans les activités des grandes associations là, si on arrive aussi à médiatiser, parce qu'il y a des gens qui ignorent ce qu'on fait dans ces structures-là. Au niveau de l'AMADEM, les gens pensent qu'ils vont là-bas pour les garder du matin jusqu'au soir. On pense qu'ils ne sont pas instruits. Alors qu'ils suivent les échelons de l'instruction du niveau national, on n'en connaît pas. Au niveau de l'IMAV, quand on parle à certains qui l'aveugle peuvent lire et écrire, c'est des rêves. Donc moi je pense qu'il faut que les associations accordent une importance particulière à médiatiser les activités des personnes handicapées. Ça peut vraiment favoriser le changement de mentalité de la population. D'accord. Les associations sont donc interpellées, Monsieur Barry. Oui. De venir vers les associations. D'accord. Oui. Cela est bien compris. C'est ce qui va mettre fin à ce grand dialogue d'aujourd'hui qui parlait de la situation
des personnes vivant avec un handicap au Mali. Nous recevions sur ce plateau Monsieur Haji Bari. Il est le premier vice-président de la Fédération des associations des personnes handicapées et membre du CNT. Barthélémy Sangala de l'association Emploi Intégration des handicapés pour le développement EIHD, et Madame Koulibaly Fatoumata Diko, spécialiste handicap et réadaptation. Ce grand dialogue a été réalisé par Imirana Kiloumaïga Sikougadjigo, vous l'a présenté. À la régie, il y avait Mamadou Ouattara à la vidéo et au son Ibrahima Sanogo. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre numéro.